vous avez des papiers pour écrire vos questions, et si vous pouvez les collecter avant la fin de ce troisième thème, pour qu'on puisse les étudier. Donc, moi j'en viens aux menaces actuelles, parce qu'effectivement c'est la partie la plus intéressante. Tout ce qu'on a dit, beaucoup de choses sur le passé, mais vous avez quand même mentionné le fait de faire de la prévention si on y arrive. La prévention, ça peut permettre effectivement d'éviter de faire des guerres, de diminuer les tensions. Et il y a dans le monde de plus en plus dangereux dans lequel on vit, on sait que les menaces de guerre, les menaces de tension sont de plus en plus fortes, et elles proviennent de plusieurs sources. Des sources d'abord humaines, comme on l'a dit, de surarmement, des armes de plus en plus sophistiquées. Et dans le droit humanitaire, il y a effectivement la limitation des armes lors des conflits, et évidemment des armes nucléaires. D'ailleurs, les armes nucléaires ont été. Le traité d'interdiction qui a été voté il y a 2 ans aux Nations Unies est la conséquence de 3 conférences humanitaires, des conférences sur les conséquences d'explosions nucléaires du point de vue humanitaire, qui ont conduit à vouloir les interdire. Et ça marchera ou pas, mais on verra. En tout cas, c'est important dans ce sens-là. Mais il y a un tas de nouvelles armes qui, effectivement, rebattent la donne un petit peu avec les nouvelles technologies, que ce soit le côté cyber, le côté drone. Je crois que Romain sensible aussi à ça, à ce qu'on appelle les armes autonomes, les SALA. Il y a des nouvelles armes chimiques, technologiques, de nouvelles armes évidemment nucléaires perfectionnées, des possibilités de missiles, et puis en plus il y a des conflits qui sont avec des acteurs non étatiques, comme vous avez dit, le terrorisme, et là effectivement le droit humanitaire est un petit peu démuni quand il s'agit de terrorisme. Donc il y a ces menaces de guerre, puis il y a des menaces hors guerre qui créent des tensions. On sait bien que les menaces de changement climatique vont créer des migrations, vont créer des tensions. Dans le passé, on sait que le changement climatique a créé des guerres dans les siècles passés parce que ça a causé des famines et des tensions et des migrations. Donc il y a un certain nombre de menaces naturelles aussi, où l'action humanitaire peut intervenir pour diminuer les tensions, alors que les pays, disons, nantis se moquent un petit peu des conséquences sur certaines populations de changement climatique ou autres. Eh bien, on a peut-être besoin d'avoir recours aux actions humanitaires pour aussi attirer l'attention sur ces tensions dues à des menaces naturelles. On voit bien les problèmes de migration qui seront dus à ces menaces naturelles. Voilà. Donc j'aimerais bien, vous avez mentionné l'Irlande du Nord, par exemple, aussi comme étant une menace pour l'explosion de l'Union européenne qui est notre garant, qui était notre garant pour la paix dans les 70 dernières années, en grande partie. Donc est-ce qu'on peut se tourner un petit peu vers l'avenir et voir dans quelle mesure les menaces actuelles, qui sont globalisées avec beaucoup plus d'acteurs que les États, et avec des nouvelles technologies qui pointent leur nez, et puis des conséquences de l'action humaine, est-ce qu'on peut essayer de vous pouvez nous dire quelles sont, à votre avis, celles qui sont les plus prégnantes et les plus pressantes? Écoutez, c'est mieux d'être pacifiste. Ça ne sert pas à grand-chose. Bien sûr qu'il y a des menaces de guerre. Et vous avez cité l'origine, le fondement de certaines d'entre elles. Le climat, bien entendu. La vente des armes, encore plus. Mais, encore une fois, les experts jugent. Seulement, qu'ils soient de gauche, de droite, du milieu, d'ailleurs, on a toujours vendu des armes et on va continuer de le faire parce que, malgré mon opposition absolue pour l'équilibre commercial, c'est quand même très important. Très important si vous pensez que l'équilibre commercial soit important. Si vous pensez que, après tout, le budget de la France, il s'y retrouve, doit être respecté. Tout ça est très discutable. Mais la tradition pour la France, pour les pays européens en général d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas un qui ne tente pas de nous donner le pion, pour l'Angleterre en particulier, mais aussi pour l'Allemagne qui va s'y remettre, il se trouve qu'ils se sont aperçus d'ailleurs que les chars qu'utilisaient
c'était la Syrie ou c'était l'Iran. Ça n'a pas d'importance, ils sont pas beaucoup chars, mais ils ont été utilisés pour des motifs de guerre. En général, il serait naïf de dire qu'on vend des guerres pour des raisons défensives. Ça, il ne faut pas l'accepter, c'est pas du tout vrai, absolument pas. On vend des armes, on s'en sert, voyons. Mais c'est pas, on s'en sert pas de façon défensive. On s'en sert si on peut attaquer aussi. Alors, quels sont les dangers? Déjà, il y a un danger qui est manifeste parce qu'il se déroule tous les jours, c'est le Moyen-Orient. On n'a pas besoin de dire que c'est un danger, nous y sommes absolument tous emmêlés. Nous avons bombardé, nous avons été, depuis que l'État islamique s'est mêlé de la guerre, nous avons été nous-mêmes mêlés au bombardement. Avant, on ne l'était pas. En tout cas, beaucoup moins que les Américains et l'alliance qui s'est nouée avec eux. Mais enfin, en gros, quand même, nous sommes tous concernés par ce qui se passe là et nous intervenons de façon uniquement défensive, uniquement offensive, les deux. Quand il y a 10 avions américains qui bombardent, il y en a un demi français qui le fait. Donc nous sommes en demi. Est-ce qu'il y a une tentative de paix? Il y en a eu plein, je l'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas avancé beaucoup, et maintenant tout dépend, en réalité, de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il sera, c'est pas impossible, capable de relancer, parce que tout le monde y est prêt, mais il y a un gros obstacle, c'est l'Iran et la Turquie. L'Iran et la Turquie menacent cette paix de façon précise.